Il est une des légendes les plus exposées dans le monde de la plongée sous-marine. Celle du monstre du Goubet, haut lieu sous-marin dans la passe d'El Karab à Djibouti. Les pêcheurs éviteraient la zone car après plusieurs disparitions, il est dit qu'un monstre marin des temps anciens serait prisonnier de cette mer intérieure. L'histoire refait surface quand le commandant Cousteau se rend sur place pour explorer ces fonds énigmatiques. Sa première immersion dans cette zone fut le début de cette incroyable histoire. D'ailleurs, les noms du Goubet et de Cousteau sont aujourd'hui indissociables. Je m'appelle Stéphane, je suis réalisateur et explorateur. J'ai toujours eu un rêve d'enfant, celui de rencontrer les tribus et ethnies avec d'autres modes de vie. Ceux qui vivent au-delà des horizons, dans les forêts et les déserts les plus hostiles, en minorité et loin de nos codes. J'ai eu la chance d'en rencontrer certains lors de ma carrière militaire ou de mes explorations en autonomie. Ils me racontaient leurs histoires, leurs contes de Grimm. Et j'ai remarqué un point commun à tous ces hommes et leurs récits. Peu importe la région du monde où ils évoluent, c'est que leurs légendes guident leur vie de tous les jours, depuis des générations. J'ai souhaité y retourner pour vous partager leur mémoire. Mais cette fois, j'ai décidé pour chaque mission de me faire accompagner par un kidam, étranger au monde de l'exploration. Un monsieur ou madame tout le monde, ayant une perception neutre du monde de l'autonomie et de ses incroyables rencontres. Mais comme pour chaque sommet, ces rendez-vous se méritent. Pour cette exploration, je me fais accompagner de Julien, un jeune cuisinier du sud de la France. Il n'a jamais voyagé, n'a jamais quitté son lieu de vie. À la base, je suis chef de cuisine. J'ai fait des études en BEP SAP de cuisine. Mon vrai métier à la base, c'est la cuisine. Donc quand il me rencontre, effectivement, je suis encore dans la restauration à ce moment-là. Par contre, là où il me fait vraiment peur, c'est quand il me dit qu'on va aller plonger. En gros, il me raconte la légende de Cousteau, en m'expliquant qu'ils immergent une carcasse de dromadaire dans une cage et qu'à chaque fois, la cage, elle remonte, elle est fracassée. Et je lui dis, mais alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Il me dit, ouais, bah, toi, tu vas aller dans l'eau et tu vas aller vérifier. Donc là, le défi premier, c'était d'imaginer qu'il fallait que je trouve le courage de rentrer dans l'eau à ce moment-là déjà. Il a accepté de me suivre, mais il est à des kilomètres de la moindre expérience et je vais le projeter dans un climat totalement inconnu, sans compétences ni connaissances. Alors l'ADN de Légende, c'est tout simplement d'accompagner en fait monsieur ou madame tout le monde sur des territoires éloignés, des terrains hostiles, loin des zones touristiques, à la rencontre de tribus, d'ethnies qui sont très très éloignées de nos codes. Djibouti est un pays de la Corne de l'Afrique, situé sur la côte occidentale du débouché méridional de la mer Rouge. C'est une des zones les plus chaudes, les plus arides et les plus stériles du globe. Notre aventure commence à Monaco, à l'Institut océanographique. Ce temple du monde sous-marin a été fondé en 1889 par le prince Albert Ier de Monaco. En 1870, dès l'âge de 22 ans, le prince Albert, surnommé le prince navigateur savant, avait déjà de nombreuses années de recherche et d'expédition à son actif. L'Institut a également eu des directeurs historiques et emblématiques, tels que le commandant Cousteau, entre 1957 et 1988. Il y aurait, dans la passe de El Karab, à Djibouti, un monstre sous-marin qui hante les abysses. Le commandant Cousteau décide d'aller là-bas et de constater par lui-même si cette légende est vraie. Son esprit d'aventure va le pousser d'ailleurs à mettre en place une espèce de stratégie pour voir ce qu'il y a. Donc il ne va pas plonger dans un premier temps, il va récupérer une cage de protection anti-requin. À l'intérieur, il va mettre une carcasse de dromadaire ou de chameau.
Et il va la plonger littéralement au fond de cette passe. Et au bout d'un certain temps, cette cage va en ressortir complètement broyée, pulvérisée. Là, la légende, elle prend forme. La légende, elle devient vraie. En plongeant quelque chose au fond de la mer, on l'a remonté complètement broyé. Qu'est-ce que c'est qui a pu faire quelque chose comme ça? Est-ce que c'est un requin géant? Est-ce que c'est une pieuvre? Est-ce qu'une pieuvre géante? Est-ce que c'est le fameux plésiosaure? Ce dinosaure dans notre temps qui aurait survécu et qui hanterait la passe de El Karab? Le commandant Cousteau, à ce moment-là, décide de plonger seul et d'aller constater par lui-même. Il va faire sa plongée, il va sortir de l'eau. Et là, il va dire clairement que le monde n'est pas du tout prêt à entendre sa version des choses. Le monde n'est pas prêt à savoir ce qu'il y a au fond de cette passe. Pour aller au plus près de cette légende et comprendre son interaction avec l'homme, j'ai souhaité définir une route indirecte et éloignée de toute civilisation urbaine, à la rencontre des nomades Afars dans le désert du Danakil. Il est évident que les renseignements de ces hommes et femmes vivant au plus près de notre zone de recherche seront plus en adéquation avec la réalité de ce qui se passe ici. Dès les premiers kilomètres, je profite du trajet pour donner à Julien les premières consignes de sécurité, et notamment sur la faune sauvage hostile de cette région de l'Afrique. En marge des hyènes, ou encore de l'équipe des pyramides, un des serpents les plus dangereux au monde, il n'est pas rare ici de se retrouver confronté à une horde de babouins. Ils vivent en groupe de 10 à 30 individus. Leur force les rend redoutables et leur morsure est des plus dangereuses. Beaucoup de militaires en patrouille ont déjà eu affaire à des attaques de ces cynocéphales. J'en avertis Julien, car s'il commence à jouer avec eux, fatalement, cela finira mal. Merci. Voilà. Sur le trajet, quelques arrêts s'imposent, notamment pour faire découvrir à Julien certaines ressources qui pourraient lui sauver la vie en cas de problème. Ça va? C'est bon. Frais, non, c'est un peu chaud, comme tout ce qu'il y a ici, quoi. Mais franchement, c'est bon. C'est très bon. Notamment la consommation de lait de chamelle, qui culturellement est très importante chez les populations pastorales de la Corne de l'Afrique. Pour garder longtemps, on doit faire un fumier. Voilà, parce qu'on est dans le nomade, on n'a pas de congélateur. Pour conserver, on doit faire un fumier. En effet, sa conservation est prolongée par un fumage des bois secs du désert qui lui donne un goût âcre de fumée très prononcé. Ce qui rend ce lait remarquable, c'est sa richesse exceptionnelle en vitamine C, en éléments probiotiques et antibactériens. Grand Barra, désert. Là, il n'y a plus un arbre, il n'y a plus rien. Le climat du Grand Barra limite le nombre d'animaux vivant en permanence dans ces conditions extrêmes. Cependant, nous croisons l'antilope de Beira, la gazelle de Dorcas, ainsi que la gazelle de Somring. Quelques guépards et l'incroyable et très rare dik-dik de Salt et des oryx de Bessa, malgré la forte pression de chasse. Et ensuite, il y a la zone. Géographiquement parlant, voilà, on entend parler des pirates du Yémen, des terroristes un peu sur la Somalie. Donc il a fallu qu'on gère un itinéraire vraiment dressé au cordeau pour pouvoir éviter toutes ces zones-là. Là, on y est, là. Hein. On vient de faire du business. Acheter du tabac, de l'eau. Et là, on va aller acheter le truc local, le cat. Mâcher du cat est une lourde tradition à Djibouti. Une drogue légère, euphorisante, mais elle plonge malheureusement le pays dans la torpeur et ruine des milliers de familles. Non, j'ai l'impression d'être dans un bidonville, parce que franchement, la pauvreté, la misère, là, c'est tous les 10 mètres. Hein. Chaque jour donc, avec la bienveillance des autorités, des camions venus d'Éthiopie livrent les précieuses feuilles. Le cat est devenu une raison d'être pour la moitié des hommes du pays. Après, ils ont l'air
ils ont l'air de s'en satisfaire. Hein. Ils bougent pas, ils passent leur temps à se défoncer. Non, ça fait de la peine. Enfin, par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir nous, c'est assez choquant, quoi. Ah, bah là, je suis en face de moi, j'ai des gens qui sont en train de se défoncer, tranquille, quoi. De toute façon, on va jouer le jeu, hein, on va faire toutes les traditions. J'ai déjà bu le lait de chamel, après je vais me cater. Tout ce qu'il y a à faire, on va faire, hein, on est venu pour ça de toute façon. Hein, donc, après le 4, peut-être que j'aurais changé d'avis, hein, j'en sais rien. Opération le 4. C'est la merde. C'est la merde. Et après, il faut juste saliver, faut pas avaler. Hein. Ouais, les salives. Juste, mais tu l'avales pas l'herbe? Non, non. Les salives. D'accord. Le régiment interarmes patrouille souvent cette zone en raison du nombre important de contrebandiers. Julien croise d'ailleurs quelques regards et ne se sent plus à son aise. Ah, et puis là, en même temps, on se fait un peu bloquer de partout. Là. Ils nous bloquent de travers, là, tous ceux qui sont derrière nous. Là. Je sais pas si c'est la couleur, ça. Je pense que c'est le HD. Il se sent brutalement exposé et fragile. Il prend conscience de là où il se trouve, des racines de certaines violences et la pauvreté d'une société qu'il ne reconnaît pas. Il remet en cause ses convictions. Parce qu'on est encore dans, entre guillemets aussi, des agglomérations, des villes, etc. Si on peut appeler ça des villes, quoi. Plutôt des bidonvilles, c'est des maisons ou des cabanes posées sur des charges, j'ai l'impression. Enfin, c'est mon avis, hein. Ils sont sur des champs de plastique, hein. Au lieu de la pollution, alors, enfin, on est loin de l'image de l'Afrique saine, des plaines et tout ça où on respire propre. Non, non, là ici on respire comme à Paname, en plein embouteillage. Hein, enfin. À la sortie de la ville, on s'arrête dans un petit hameau où sortent d'une école de jeunes élèves. Julien avait souhaité offrir quelques fournitures scolaires qu'il avait réunies avec l'aide de ses proches. Grâce notamment à l'appui financier de la coopération internationale, plusieurs écoles de brousse à Djibouti peuvent continuer d'accueillir ces enfants, qui, sans structure éducative, n'auraient aucun accès aux fondamentaux scolaires. Physiquement, c'est clair qu'on change, mais surtout psychologiquement et mentalement, on arrive à avoir une autre capacité de penser, d'autres portes s'ouvrent. Le contact humain sert à ça, l'effort sert à ça, la difficulté. Bon, nous voilà au premier soir, premier bivouac sur les terres djiboutiennes. Ici, on est juste à la frontière de l'Éthiopie. On a voulu aussi passer par différents endroits pour justement essayer d'avoir la perception des gens, notamment sur cette légende. Quand on était petit, on nous racontait des djinns. Nos parents, quand ils discutaient avec nous, on disait qu'il y avait des djinns. Mais après, quand on est grandi aussi, on a vu qu'il y a les djinns aussi. Parce qu'on nous disait qu'il y avait le djinn qui prenait les gens et qui ramenait chez eux et qui profitait comme ça. Je crois qu'il y en a des djinns. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'interactions aussi avec beaucoup de légendes et notamment le diable, le mal, et ce qu'ils appellent ici surtout les djinns. Si on parle des djinns, les djinns elles se trouvent tout le coin de la République de Djibouti. Et si on parle au niveau des djinns, il peut rentrer dans les humains. Donc on questionne et on va questionner justement les gens par rapport à ça jusqu'à cette fameuse plongée sur la faille et de voir un petit peu ce qui nous y attend. Est-ce que tu penses qu'il y a des monstres dans le Goubé? Oui, parce que si on parle au niveau de la mer, il y a beaucoup des animaux des animaux qui se trouvent dans la mer. Il y a plus qu'animaux, c'est plus que la terre. C'est la mer qui se trouve beaucoup des animaux. Et j'ai entendu aussi que les pêcheurs du Goubé, en fait, avaient peur des djinns. Mais en fait, c'est par rapport à l'île du Diable, c'est ça? Si on parle de l'île du Diable, parce que les gens ils disent vraiment c'est un grand base des djinns. Voilà. D'accord. Voilà, c'est un grand base des djinns. Tous les îles du Diable l'entourent. Même la nuit, tu peux voir la lumière. La lumière, des fois on les voit la lumière, et ça c'est des djinns qui allument les feux. C'est quoi cette histoire? Comme quoi il y a des lumières qui s'allument sur l'île au diable?
Ça, c'était les passeurs qui faisaient allumer le feu pour attendre les bateaux sur les îles. C'était des passeurs qui faisaient passer le trafic d'armes et des esclaves aussi. À l'aube de notre marche vers le Goubet, cette première journée touche à sa fin. Cette traversée véhiculée de Djibouti nous a permis de mieux nous acclimater avant de tutoyer les 50 degrés qui nous attendent. Qu'est-ce qui se passe, Julien? C'est tout mou. Enfin, on dirait qu'il y a juste une espèce de petite pellicule et que dessous, en fait, on passerait à travers et on irait se baigner dans le jacuzzi qui est juste derrière moi, là. Mais non, ouais, c'est impressionnant. C'est enfin le grand saut. Encore un autre en quelques heures pour Julien. Mais c'est celui qu'il attendait et craignait le plus. Ses premiers pas dans le désert du Gagadé à la rencontre des Afars. On a fait tout un périple dans le désert. C'était rudement intéressant et bien chaud. Et puis finalement, on est tombé sur des gens fort sympathiques qui nous ont accueillis. Et comme à chaque fois ici, c'est quand même assez impressionnant, c'est qu'ils n'ont rien. Et le peu qu'ils ont, ils cherchent à le partager direct, quoi. Ici, c'est les traditions, c'est les coutumes. Hein. Donc, ils mangent le cabri, ils le sacrifient. Et puis, ils ont une manière de procéder. C'était des choses que j'étais venu justement apprendre. Et je vois pas pourquoi je m'en serais privé. Donc, je me suis laissé guider après par le chef local pour le sacrifice et puis pour toute la préparation du cabri. Bon, alors moi j'avais tous mes couteaux, etc., le high-tech, quoi. Et puis eux, non, ils y vont avec les doigts, ils prennent un morceau de caillou assez pointu pour décoller vraiment, etc. Alors sachant que rien ne se perd, ils ont gardé ils ont vidé les boyaux, machin, nanan, ils ont gardé la crépine, ils ont gardé la peau parce qu'ils s'en servent finalement pour faire... Alors avant, ils en faisaient des gourdes. Bon là, nous, sur l'équipe sur laquelle on est tombé, là, ils s'en servent plutôt pour faire des matelas. Après, on a fait un bon gros feu, alors sachant qu'ici, avec la température, ça prend relativement vite. Et comme c'est fait de pierres volcaniques et tout ça, on a fait un système de pirate, quoi, finalement. Hein. On a fait un gros feu, on a recouvert de pierres de lave. Et puis ça nous a fait de très belles braises. Et du coup on a mis au fur et à mesure les morceaux de cabri à cuire dessus, etc. Et c'était vraiment délicieux, quoi. Alors nous on n'a pas voulu toucher à tout ce qui était foie, abats, tout ça. Pourtant c'est visiblement la pièce maîtresse, enfin la pièce principale ici, la plus appréciée, quoi. Mais nous voilà, on avait comme conseil, comme consigne d'éviter de manger les abats, quoi. On n'est pas immunisé. Et puis on s'est fait un gros feu histoire de se protéger aussi des hyènes et de ce genre d'animal, sachant qu'on joue un peu... moi je joue un peu avec ma vie, hein, sachant qu'avec toutes les bébêtes qui se remballent un peu partout, là, je suis quand même... je tenais à préciser que le peu qu'ils ont, c'est vraiment impressionnant, quoi. On est vraiment au milieu de nulle part, que ce soit de l'eau, de la nourriture, hein, pour le confort, une natte, n'importe quoi. Et ils partagent, ils ont vraiment le sens du partage, c'est quelque chose d'incroyable, quoi. Si on pouvait s'en inspirer un petit peu, je pense que l'humanité aura gagné, quoi. Il nous aura fallu 2 jours en traversant le désert du Gagadé jusqu'à notre point de rendez-vous avec les dromadaires pour la dernière partie de notre expédition. Les efforts fournis sont démultipliés en raison de la chaleur qui ne cesse de nous écraser. Nous limitons notre consommation d'eau et mangeons peu. La fatigue et la perte d'énergie commencent à se remarquer sur les corps. La peur, les craintes, les phobies de Julien ont failli lui coûter la vie. La première chose qu'il faisait, c'est qu'il allumait en fait sa lampe. Il regardait, il faisait un 360 autour de lui. Dès qu'il voyait des yeux apparaître de partout, pour lui c'était négatif. Hors de question de dormir sur une natte. Après ces 2 jours de piste, nous sommes enfin arrivés dans la nuit sur notre zone de bivouac, au nord du Gagadé.
Nous attendons patiemment nos prochains compagnons de route, Moussa et ses dromadaires. Ils seront nos guides et nos anges gardiens pour nous emmener sur le mythique lac Assal, le point le plus bas du continent africain, à moins 157 mètres sous le niveau de la mer. Pour y arriver, nous devons traverser l'Oued Kalou. Ce canyon est capable de rassembler les eaux d'un orage situé à des dizaines de kilomètres, pour se transformer en un torrent dévastateur. Il faudra être vigilant, car il peut à tout instant se révéler mortel. Moussa est un nomade afar. Son peuple majoritairement musulman occupe l'extrême nord de l'Éthiopie, de l'Érythrée et de Djibouti. Il prépare le dromadaire, son allié, indispensable pour réussir cette performance. À Djibouti, les dromadaires qui prédominent s'appellent les Danakil, comme le fameux désert du même nom. Ces champions de l'endurance, dont le poids peut dépasser 1 tonne, sont les plus à même de résister aux conditions extrêmes qui nous attendent. De plus, ils peuvent transporter chacun plus de 300 kilos de matériel. Ça rigole pas ici. J'ai passé une nuit formidable dans un hammam. Je me suis régalé. Je suis pas dormi. Mais du coup, ce matin, j'ai la pêche quand même. Il y a Moussa qui nous motive avec ses chansons. Julien est en train de comprendre comment le chant de Moussa va aider le groupe à se synchroniser sur un rythme commun. Je connais pas encore les paroles des chansons, mais ça va pas traîner. Chacun entre en transe pour justement transcender la douleur. L'harmonie au service de l'effort. Les entrailles de l'Oued se présentent à nous. 17 km d'un couloir dont il est impossible de s'extraire en cas d'inondation subite. Les parois dépassent par endroits les 100 mètres. Les chacals, les babouins et les hyènes renforcent la longue liste des prédateurs qui fréquentent cette zone. Sans oublier les vipéridés, les cobras, les scorpions parabutus dépassant les 14 cm, les araignées rouges, les araignées couteaux, tous proposent une mort lente et non négociable. Le niveau de concentration doit être entretenu en permanence. Chaque pas nécessite une attention particulière pour éviter la foulure, la chute ou la casse. Les dromadaires, encore une fois, et malgré le poids qu'ils portent, démontrent ici tout leur talent pour naviguer au milieu des roches glissantes et conserver leur équilibre. Alors on est dans l'Oued Kalou, 7h48. On est à 84 mètres d'altitude et il fait 33 degrés. Ça va, Moon? Pas trop dur? Non? Ah bah, allez. Oh, comment elle est chaude! Il fait pas encore trop chaud par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Donc on en profite pour avaler les premiers kilomètres de suite là, parce qu'après, je pense que quand le soleil il va sortir un peu et qu'il va nous taper dans l'oued, je pense qu'on va prendre cher. On a continué à progresser dans l'Oued jusqu'à le quitter pour partir un peu sur les hauteurs et dominer le lac Assal. Le soleil en fait a commencé à faire son apparition derrière les grosses falaises et là on a commencé à subir. La nuit dernière a été un tournant pour Julien. La peur l'a détourné du bon sens et il a commis une erreur qui aurait pu lui être fatale. Ses forces le lâchent progressivement. Il ne sait pas ce qui l'attend.
J'espère que vous vous marrez bien devant votre écran. Hein. Je le ferai pas 2 fois. Hein. Mais comme je vous l'ai dit, ma fameuse crainte des bêtes que je croise, parce qu'ici quand même, hein, les scorpions, les araignées, les machins, c'est pas les trucs qu'on a l'habitude de voir, quoi. On dépasse jamais la nuit les 30 degrés, en tout cas sur les zones où on est. Donc imaginez vous montez la tente, un quart d'heure après c'est un four. Et il a dormi dedans. Et le matin, quand je l'ai vu sortir, j'ai vu que ça c'était pas bon, donc je lui ai donné vraiment des sels minéraux, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse être boosté. Ça a fonctionné jusqu'à midi. J'ai pas du tout dormi de la nuit. J'ai sué des litres et des litres d'eau. C'est bien simple, le matin quand je me suis levé, en démontant la tente, il y a au moins 1 litre d'eau qui est sorti de la tente. En fait, il avait 1 à 2 cm d'eau dans la tente, c'est-à-dire il a sué 1 à 2 cm de sueur. Julien, il est en train de vomir tout ce qu'il peut. Allez mon loulou, on y est presque, allez. Il fait plus 44 et on est à plus 14 mètres. Voilà, donc il fait extrêmement chaud, un vent chaud. On a l'impression d'avoir je sais pas, des sèches-cheveux dans la bouche. On surplombe la banquise de sel. Voilà. Rocaille noire de partout, c'est hyper chaud. Genre, on met un œuf là-dessus, ça va. L'eau en bas, dans le WED, elle était à 45 degrés, le WED. On est venu pour ça, la Cassale. Je suis arrivé. J'en ai chié. Nous poursuivons la descente à moins 157 mètres sous le niveau de la mer. Le point le plus bas de l'Afrique pour atteindre la banquise du lac Cassale. L'Oued Kalou, quand il recrache ses eaux, elles peuvent recouvrir cette surface de 14 km de long pour 9 km de large, en quelques heures. Non content d'avoir passé cette étape à peu près sain et sauf, un autre danger nous attend, la morsure du soleil. Celui-ci utilise la réverbération du sel pour nous saisir dans une véritable mâchoire de feu. Le GR20, je croyais que c'était dur. Hein. C'est rien en fait le GR20. Je peux pas plus parler, la vérité, je me préserve. Après 17 km de marche, il ne nous reste que 3 km à parcourir avant le point de ravitaillement. Cependant, dans l'état où se trouve Julien, Moussa peine à cacher sa préoccupation. Je prends cher là. Ouais. Ouais, ça va monter dessus, ça va. Ouais. Julien, ça allait de plus en plus mal, jusqu'au moment où on a attaqué les premiers pas sur la banquise, et là, ça allait plus du tout. Il a fait un coup de chaleur, donc il était pas bien, il s'est fait tenir, on l'a tenu, on a dû le faire porter par un dromadaire, ça allait pas. Et là, même là, il commence à avoir des fourmis de partout, la tête qui tournait, et très honnêtement, j'avais assez peur qu'il tombe du dromadaire. Ouais, allez, ça va ou pas? Tombe pas, tu te tiens bien, ok? Tu me dis si ça va pas, ok?
qui a permis de le sauver, en fait, c'est les gestes d'urgence. Dans son cas, c'était pas nécessaire c'était même plus nécessaire d'être à côté des urgences. Il a fallu rapidement le déshabiller, l'hydrater par le corps, donc c'est-à-dire mouiller tous ses vêtements, généralement des t-shirts. J'ai même mis mon t-shirt en coton, l'emmitoufler de tout ça pour qu'il reprenne un peu ses esprits. Donc l'idée, surtout, c'est qu'il faut réagir très rapidement. Il a suffi d'un petit détour pour nous rendre au centre d'entraînement au combat d'Artaplage, le CECAP, où j'ai passé il y a quelques années mes sessions d'entraînement et d'aguerrissement dans le désert avec la Légion étrangère. Nous avons tapé à la porte de cet emblématique centre de formation où tous les commandos et forces spéciales du monde se mesurent à la piste nautique et à la mythique voie de l'inconscient. Les deux moments les plus forts, je pense, du stage qu'on avait coutume de faire au CECAP, au centre d'entraînement au combat d'Artaplage, c'est d'abord, je pense, la voie de l'inconscient qui a laissé des souvenirs à tous ceux qui l'ont éprouvé. La fameuse gouttière le long de la falaise est un moment très fort qui laisse des traces physiques. Et puis le parcours nautique aussi, à la fois très impressionnante parce qu'il y a cette grande tyrolienne vers la mer, parce qu'il y a cette légende qu'éventuellement il y a des requins autour de la piste nautique. Je suis vraiment impressionné, c'est par l'esprit militaire ici, quoi. On est arrivé de nulle part, on n'avait prévenu personne, rien du tout, quoi. Et puis vraiment, c'est ce côté grande famille là, c'est vraiment quelque chose qui m'a scotché, quoi. On est arrivé, ils nous ont demandé tout de suite si on fallait qu'on passe à l'infirmerie, si on avait soif, si on avait faim, si on voulait prendre des douches, comme si on faisait partie de la famille. Hein. Alors Stéphane, ils ont fait partie, mais pour moi c'était assez unique. Et puis je tenais à remercier tous ces gens-là parce que grâce à eux, je vais pouvoir continuer mon aventure, j'espère, de la meilleure des manières. Les légionnaires, vous le savez, sont des gens qui vivent ensemble, qui vivent en collectivité, en communauté. Et pour nous, la cohésion, l'esprit de corps sont le cœur, finalement, de notre mode de travail, de notre façon de vivre. Petit détail, en discutant avec eux au niveau des repas, là, on leur a dit qu'on allait aller plonger, qu'on était là un peu pour l'histoire de Cousteau et qu'on comptait aller plonger dans la faille. Et bizarrement, tous ces commandos, là, des guerriers pour moi, c'est tous ces gens-là, il y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils refusaient de plonger directement dans la faille, quoi. Pas très rassurant, sachant que, je sais pas, on a parlé un peu avec les locaux qui eux aussi pensent que cet endroit est maudit, qu'on serait attiré par les abysses, je ne sais quoi. Là, les militaires, c'est pareil, il y a un paquet qui disent qu'ils plongent un peu partout sur la planète, dans la fosse aux requins, etc. Mais s'il y a bien un endroit où ils ne veulent pas aller plonger, c'est la faille du Goubet. Alors c'est... voilà, j'ai un petit coup de pression quand même maintenant. On y est. Depuis des mois, nous appréhendions cet instant. Le bateau est venu nous récupérer à l'aurore pour nous diriger vers notre destination finale, le Goubet El Kharab. Ce lieu, nommé Gouffre des démons, source de légendes maléfiques, hante encore la mémoire collective des pêcheurs et nomades qui s'aventurent le long de cet étau bleu sombre. Non loin du rivage, 2 volcans sous-marins émergés sont les sentinelles de cette zone. Le plus petit s'appelle Wadi Koma et le plus grand Gwini Koma. Ce dernier mesure 900 mètres de long et 600 mètres de large et culmine à 160 mètres d'altitude. Exceptionnelle région que celle du lac Assal et du Goubet, où naît petit à petit l'océan érythréen. Ici, la croûte continentale se déchire pour écarter peu à peu l'Afrique de la péninsule arabique. Elle s'étire, s'amincit et se rompt en multiples failles. Ainsi, le relief s'abaisse. Les laves émergent depuis les profondeurs de la Terre et, en refroidissant, forment des cônes volcaniques qui seront un jour sous les eaux du futur océan. À cet endroit, la Terre fait peau neuve et fabrique une nouvelle croûte. Mais comme la planète n'est pas extensible, ailleurs, à des milliers de kilomètres, les vieux fonds plongent sous les continents et rejoignent les matériaux de leur manteau originel.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce sont des images assez impressionnantes, je crois, qui vont introduire notre journal, les images d'une éruption volcanique qui nous révèle de bien étranges convulsions de la Terre. Vous savez que le globe est formé de plaques, très schématiquement les continents, et que ces plaques, sous l'effet de forces telluriques, tantôt se rapprochent, tantôt s'éloignent. On a pu dire, par exemple, qu'originellement, l'Afrique était collée à l'Amérique du Sud. Même chose pour l'Afrique orientale et la péninsule arabique. Eh bien, depuis quelques jours, à cet endroit-là, précisément, les deux continents se sont donc séparés d'un bon mètre. Et sous l'effet de la torsion, la lave a jailli. Mais elle n'a pas jailli en mer, comme cela arrive souvent, elle a jailli sur terre, dans la République de Djibouti, il y a une petite semaine. Regardez bien. Cette coulée d'or, c'est la naissance d'un volcan. À plus de 1000 degrés, la lave jaillit à gros bouillon. C'est une lave très fluide, formée de roches basaltiques. Pour les spécialistes, c'est un signe. Nous sommes sur une faille, à l'endroit où un continent craque, où deux régions du monde se séparent. Il y a 10 jours, à cet endroit, il n'y avait rien, il était plat. Pendant la nuit du 7 au 8 novembre, un volcan est né. Très vite, il a atteint 40 mètres de haut, 50 mètres de large. Avant-hier, tout s'est arrêté. La lave a cessé de couler. Alors ces phénomènes soudains et violents font peur. N'y a-t-il pas des risques de reprise de l'éruption ou de tremblement de terre pour bientôt? En novembre 1978, un brusque écartement des plaques tectoniques a donné naissance en une seule semaine à un nouveau volcan, l'Ardoukoba, ainsi qu'à une faille de 12 km entre le lac Assal et le Goubet. Sa signification est essentielle. C'est la preuve concrète de l'écartement incessant des continents, soit environ 2 cm par an en moyenne entre l'Arabie et l'Afrique. Mais cette fois, c'est 1,20 m lorsqu'est apparu l'Ardoukoba. C'est aussi la preuve, selon les scientifiques, que toute cette zone appartient à un futur océan, l'océan érythréen, qui sera dans quelques années aussi important que l'Atlantique. Donc maintenant, deuxième phase, on va voir un petit peu de plus près ce qu'il en est, ce qui se passe, pourquoi autant de craintes autour de cette faille notamment. Donc on va essayer de voir ça avec Julien. Pour moi, la plongée dans des grottes ou des sites périlleux comme celui du Goubet est l'une des dernières formes authentiques d'exploration. Ce dernier est un des spots les moins connus mais des plus énigmatiques, et Julien le sait. Depuis ces derniers jours et dans la difficulté, j'ai appris à mieux connaître mon compagnon de route. Et j'ai surtout appris à déceler les prémices de son stress. Et là, à quelques secondes de sa descente, je sais qu'il se demande ce qu'il fait ici. Ces eaux saturées de plancton abritent une incomparable faune, dont l'un des plus grands requins de la planète, le requin-baleine. Ce géant des mers se déplace lentement et est dénué d'agressivité. Il peut mesurer jusqu'à 20 mètres et peser plus de 34 tonnes. La descente se passe bien. L'eau est très claire jusqu'à 20 mètres. Ce qui permet une excellente visibilité et les rencontres avec les habitants des lieux s'enchaînent. La lumière est magnifiquement filtrée et on atteint les premiers récifs. Nous les longeons en continuant la descente. La lumière se raréfie d'un coup et on peine à avoir une bonne visibilité. On ne distingue plus les couleurs à l'œil nu quand soudain devant nos yeux s'ouvre le gouffre du Goubet. Difficile à croire, 1000 choses se passent dans nos têtes.
On allume nos torches et on entre dans la légende. Au niveau de la faille, je vous avouerai que j'en menais vraiment pas large, quoi, hein, au moment de rentrer dans l'eau. C'était quelque chose, une eau assez sombre, la faille assez impressionnante. On se sent vraiment tout petit dans cet univers-là. Un peu d'angoisse quand même au niveau de la plongée parce que j'étais pas très rassuré, quoi. C'est assez sombre, donc et puis quand on sait qu'il y a peut-être un monstre qui vit dans ces eaux-là, je vous cacherai pas qu'on est sans cesse sur le qui-vive dans l'eau, à regarder à gauche à droite pour vérifier qu'il va pas débarquer de nulle part, quoi. Julien scrute les moindres centimètres. Je sais qu'il est sur ses gardes, mais il semble être à l'aise. Quelques mètres ont suffi pour nous absorber dans une obscurité totale et ressentir les premières sensations de Cousteau. Une émotion forte mélangée à une appréhension de ce qu'on pourrait rencontrer ici. On continue de descendre. La faille et ses derniers faisceaux de lumière sont derrière nous. Un courant froid nous saisit d'un coup et on se cherche de regard afin de savoir si on a le même ressenti. Aucun doute. Le même sentiment nous a surpris. On ne perd pas de vue l'entrée du gouffre, mais son couloir se resserre. Presque plus de vie dans cette coursive sombre, et pourtant on a le sentiment de se faire observer. L'envie de progresser encore plus loin est stoppée par l'alarme des ordinateurs de plongée. Il est temps de retrouver doucement la surface. Tout le long de cette remontée et des paliers, le fil de cette aventure défilait dans nos têtes. L'objectif final était d'aller dans cette mer intérieure, cette mer cachée, et nous l'avions fait. Le doute de ce que l'on pouvait y trouver ici n'a jamais quitté notre imagination. Mais nous voulions par-dessus tout ressentir l'étonnement de Jacques-Yves Cousteau en ce lieu si mystique. Les légendes sont et demeurent magiques, et c'est encore aujourd'hui la seule chose qui reste et qui continue d'animer le cœur des hommes. Donc maintenant, retour sur Djibouti, remise en condition de notre cher ami Julien, qui, pour la petite parenthèse, s'en sort à merveille. Il a vraiment subi le trek de l'Oued Kalou, Lakassal, et les jours qui ont suivi, il a fallu qu'il fasse un travail sur lui-même. La crainte des bêtes. Bon, je pense pas que ce soit encore effacé, mais donc j'ai essayé de dormir à proximité de lui le plus souvent possible. Cette nuit, il a dormi en slip, chose qui n'était absolument pas possible le premier jour. Donc il a dormi en slip, sans rien dessus, sans rien dessous. Voilà. Et c'est bien parce que il commence à prendre conscience qu'il ne risque pas de se faire manger. Tous les participants partent avec l'idée en fait d'aller creuser, d'aller chercher en fait les légendes, de pouvoir les raconter. Mais en fin de compte, ils racontent leur propre histoire, ils véhiculent en fait leur propre identité. Et cette identité-là, pendant tout ce parcours, change, évolue. Et ce qui est magique à regarder, à la fin, c'est pas forcément la légende, mais c'est de voir
qui ils sont devenus, comment cette expérience les a métamorphosés. Qui était Julien avant et qui est Julien maintenant? Je crois que je m'étais un peu perdu en route. Voilà, tu vas me faire chialer. Je sais pas qui c'est le nouveau. Mais en tout cas, je remercie. Ce que je viens de vivre ici, ça m'a changé, ça c'est sûr. En bien, j'espère, ça c'est clair. Et non, l'ancien, il fumait des clopes. Il était, je sais pas, c'est plein de choses qui ont changé en moi, quoi. Et je me sens plus libéré, quoi. Et puis j'ai pris confiance en moi. Vraiment, cette aventure m'a vraiment aidé à me trouver, quoi. Je sais pas, parce que j'étais certainement venu me chercher dans le désert, et je pense que je suis tombé sur, je me suis rencontré, quoi, finalement. Et puis, voilà, j'espère que c'est le début d'une belle aventure derrière avec moi-même, quoi. Ce qu'on peut tirer comme enseignement par rapport aux légendes, en fait, qui sont sur tout le territoire djiboutien. Donc on pensait que la fameuse légende de Cousteau était en première page de toutes les histoires qu'on pouvait avoir ici. Non, en fait, ce qui revient tout le temps, c'est vraiment les djinns. Si bien que même l'histoire de Cousteau, en fait, a un lien direct avec les djinns. Les premiers indices, en fait, d'un monstre sous-marin ne venaient pas forcément d'histoires de pêcheurs, mais plus de ceux qui étaient au bord du Goubet et qui voyaient certaines lumières s'allumer sur l'île du Diable. Ce qui était marrant, c'est que beaucoup de pêcheurs ne voulaient pas se faire filmer. Par contre, en off, ils se lâchent après quelques petites gorgées de vin de palme, ils se lâchent un peu plus. Et là, ils nous racontent que les djinns font partie de leur quotidien et ils sont persuadés que, en fait, ce qu'il y a au fond du Goubet, c'est un monstre, mais c'est pas un monstre, c'est pas forcément un monstre animal, etc. C'est plutôt lié aux djinns. D'après mon petit parcours là, de 15 jours, je pense pas que ce soit une légende. Je pense vraiment que quelque chose vit dans les eaux du Goubet. Alors après, voilà, pour être plongeur, il faut faire des millions de plongées pour pouvoir tomber dessus. Cousteau, alors, est-ce que lui, il a eu la chance de l'avoir de premier coup? Tant mieux pour lui. Moi, il faudra certainement que je revienne encore et encore pour éventuellement peut-être un jour tomber sur ce fameux monstre. Il y a longtemps, ou il n'y a pas très longtemps, les gens ils pensaient que cette zone-là était vraiment pestée des diables. S'il y a présence des diables, les diables ils sont présents partout. Nelson Mandela disait que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. C'est seulement alors, hors de notre zone de confort, en affrontant nos craintes les plus profondes et dans le plus grand dépassement de soi, que notre plein potentiel se révèle, que tous nos rêves deviennent possibles et que les légendes deviennent réalité.